Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Assia, bookstagrammeuse. Bonjour Assia. Bonjour Stella, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur d'être sur ton podcast. J'adore les podcasts. Merci. De rien, tu as été recommandée du coup, par celui-là et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de t'avoir sur le podcast. Oui. Merci à celui de m'avoir conseillé. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Assia, je suis prof d'anglais et bookstagrammeuse, critique littéraire, parce que j'aime lire, j'aime la lecture et surtout j'aime en parler, en discuter, échanger des avis. Vous pouvez retrouver mes avis sur Instagram chez Retalks et sur d'autres plateformes pour lesquelles j'écris aussi. D'accord. Et est-ce que tu peux préciser où est-ce que tu as grandi? Alors, où est-ce que j'ai grandi? Alors déjà, je suis née en Algérie. Et ensuite, je suis venue en France à l'âge de 6 ans, ce qui peut paraître jeune, mais pour moi, ces 6 premières années, ça a été les années les plus définitives de ma vie. Et ce qui fait que quand je suis venue en France, qu'on a déménagé en France, mon identité, en fait, était déjà établie, c'était des bases solides. Donc, je suis algérienne et ensuite, je suis venue en France et je suis devenue française. Et je le précise parce que j'utilise très rarement l'expression franco-algérienne parce que déjà, je me considère comme algérienne et française à part entière. Donc, deux entités séparées, mais en même temps, elles sont ensemble. Et surtout que pour moi, c'est chronologiquement plus juste, sachant qu'aujourd'hui encore, la personne qui je suis repose sur les 6 premières années de ma vie. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu as beaucoup plus d'attaches du coup par rapport à là où Oui. tu as grandi. Oui, voilà. C'est-à-dire que je suis française, mais en fait, certaines choses ne me seront pas du tout naturelles en tant que française. Et c'est un truc que je me dis, ah, moi, ça, je le ferai pas. Et en fait, quand je me rends compte de pourquoi je le fais pas, parce que je suis en premier algérienne et ça va impacter en fait plein de choses que je vais faire dans ma vie qui vont pas être en concordance avec la définition de français. Et sauf que après français, c'est une définition qui a changé depuis les années 2000, l'année où je suis venue. Donc c'est une question. Je trouve que les questions d'identité c'est très subjectif et c'est très par rapport au ressenti. Donc en tout cas ça c'est mon ressenti à moi. Ensuite, après, quand on a déménagé, on est venu sur Bordeaux. Et depuis, j'habite sur Bordeaux, donc je suis bordelaise. Je mange des chocolatines et je dis gavé. Oh, voilà, comme ça, c'était. D'accord. Et ça va, ça se passe bien à Bordeaux? T'aimes bien la ville, du coup, je suppose, vu que tu y es depuis quelques temps maintenant? Bordeaux, c'est très particulier. D'accord. Très, très particulier. C'est-à-dire que le surnom de Bordeaux, c'est la belle endormie. Parce qu'il n'y se passe pas grand-chose. Ah ouais? Donc, il y a des événements, mais ce pas des événements qui m'intéressent. Par exemple, je sais pas, ils font la fête du vin. En tous les cas, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, il y a la fête du fleuve. Oui, c'est cool, c'est sympa, mais bon, voilà, quoi, c'est la fête du fleuve. Mais par rapport à mes intérêts à moi, il se passe vraiment pas grand-chose. Et pour le coup, Paris, c'est vraiment beaucoup plus dynamique. C'est même problématique que tout se passe à Paris, je dirais. Vraiment, tout se passe à Paris. Et alors, Bordeaux, on a Mola. C'est la plus grande librairie indépendante de France. Ils font des événements. On a aussi un petit salon du livre de Paris. C'est l'escale du livre, sauf que voilà, moi les auteurs qui sont invités, les sujets qui sont abordés, par exemple, ils vont aborder le sujet de féminisme avec que des autrices blanches. Voilà, je ne vois pas y aller en fait parce que je vais rentrer en conflit avec tout le monde et ça m'intéresse pas. C'est pas le but. C'est pas le but en fait. C'est pas le but quoi. Donc au final, c'est une très bonne ville pour vivre. Après, si on a des intérêts spécifiques, comme moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est culture, etc.
c'est vraiment pas la ville faite. Enfin, c'est vraiment pas fait pour ça, quoi. Comment tu fais pour y remédier du coup? Est-ce que tu es obligé de te déplacer à Paris ou tu fais Alors, avec? bah maintenant, j'ai limite envie de dire l'un des points positifs du Covid. Désolée pour toutes les personnes qui. Euh, mais l'un des points positifs du Covid, en fait, c'est que tout se fait sur Zoom et qu'il y a beaucoup plus de conférences en visio, etc. Et ça, c'est super intéressant parce que ça ouvre, c'est vraiment beaucoup plus d'opportunités pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne sont pas sur Paris. Après, tout est retransmis sur YouTube, mais bon, je trouve que c'est moins interactif quand tu regardes juste une vidéo sur YouTube que quand tu peux poser des questions en live. Et après, j'y remédie bah, sur ça, sur Bookstagram. Des fois, je me déplace. Je me suis déplacée à Toulouse. Une fois, il y avait un festival de la littérature qui était top. C'était top. En fait, j'étais à la fac à l'époque et j'étudiais. Donc, j'ai fait un master d'anglais. Donc, tout ce qui est littérature américaine, afro-américaine et Ah, OK. autochtone aussi. Et donc, il y avait beaucoup de ces sujets qui étaient abordés. Et je me souviens, il y avait Britt Bennett, il y avait Paul Beatty qui était présent. C'était le top, j'ai kiffé. Après, je me déplace pas trop sur Paris. Parce qu'en fait, sur Paris, il y a tellement d'événements. Tu sais pas quoi choisir, tu sais pas quand venir. Mmh. Et il y a toujours quand c'est pas des événements qui sont très très grands comme le Salon du Livre ou quoi, bah il y a toujours moyen que ces événements soient annulés ou Mmh. reportés ou décalés. Donc je me déplace pas tant que ça sur Paris et j'essaie vraiment d'y remédier via bah, tout ce qui est réseaux sociaux, visioconférences, Zoom, etc. D'accord. Ouais, bah, c'est déjà un bon moyen, pour, communiquer Ouais, avec les gens. c'est déjà bien. Ça fait vivre le truc parce qu'au bout d'un moment, enfin, tout au début, je me sentais très seule dans la communauté littéraire, etc. Parce que voilà, tout se passait à Paris et c'était très difficile d'avoir accès à quelque chose et de sentir qu'on fait partie d'une communauté littéraire, culturelle, etc. Mmh. Avant de passer à la partie sur ton activité de créatrice de contenu, je voulais revenir du coup sur, ta formation. Est-ce que tu peux un peu spécifier, ton parcours, scolaire, s'il te plaît? Alors, bon, lycée, bac, etc. Après, j'ai fait 2 ans de médecine Ah. parce que, comme bonne fille nord-africaine, algérienne, il faut tenter le parcours médecine pour faire plaisir aux parents. Donc, j'ai fait médecine. Après, j'ai pas fait juste pour faire plaisir aux parents parce que je savais que j'avais un certain niveau de capacité qui me permettait de tenter le coup. Et au final, j'avais pas de vie. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, pourquoi ne pas faire anglais? Parce que je me souviens justement quand je faisais ces études de médecine, je me disais, mais imagine, tes devoirs, c'est de lire un livre en anglais. Juste imagine, quoi. Et à la fin, je me suis dit, bah, tu sais quoi, au lieu d'imaginer, je vais vraiment pas prendre le parcours anglais. Et donc, j'ai fait LCE, licence et master. Et donc, moi, je me suis vraiment concentrée, en tout cas pour mon master de recherche, sur les peuples autochtones d'Amérique du Nord et spécifiquement une tribu qui s'appelle la tribu Choctaw. C'est une nation même. Et sur l'utilisation en fait de leur langue, le Choctaw, durant la Première Guerre mondiale, pour faire passer des messages euh, qui sont en fait des messages secrets, des codes que les Allemands ne pouvaient pas déchiffrer. Et en fait, c'était un des moyens grâce auxquels bah, la Première Guerre mondiale a été gagnée par les Américains, les Français. OK. Ah bah, je savais pas, tu vois? OK. C'est très, très cool. Pourtant, il y a un film dessus. Ah ouais? C'est Ouais, lequel? il y a un film dessus. Le film, c'est les du vent. Je retrouve plus le titre là. Euh, Tu me donnes 5 minutes pour le regarder? Ouais, ouais, Enfin, pas de souci. 3 secondes, hein, parce que 5 minutes, c'est long. Alors. Ah oui, alors en anglais, c'est Wind Talkers. C'est pour ça que je te disais le vent, mais du coup, je pense pas que la traduction en français soit la même. Si, les messagers du vent. D'accord, OK. Ah mais je Si connaissais ça pas. intéresse quelqu'un. D'accord. Et c'était intéressant dans ce cas-là parce que
les peuples autochtones aux États-Unis ont été réprimés, opprimés. Oui, Il y a eu un génocide et surtout, il était interdit pour eux de parler leur langue. Parce que le but était, encore une fois, comme dans tout processus de colonisation, le but était de les civiliser. Euh, un Américain blanc avait dit l'une des citations qui était très reprise, c'était Kill the Indian, save the man. Donc, tuer l'Indien, entre guillemets, le sauvage qui est en eux, et sauver l'homme, le civilisé qui existe en eux. Et donc, interdire leur langue, c'était l'un des principaux moyens. Et sauf qu'au final, ce qui leur était interdit chez eux est devenu très utile pendant la Première Guerre mondiale. c'est un peu contradictoire. Ouais. C'est très contradictoire. Surtout que au retour, c'était pas la folie non plus pour eux. Il n'y avait pas de gloire, pas de reconnaissance. Oui. Pas du tout. C'est très récemment, et même pas 10 ans qu'ils ont eu une reconnaissance. D'accord. Et pourquoi tu t'as voulu t'intéresser à ces populations-là spécifiquement? Parce que c'est vrai que quand j'interviewe des personnes qui ont fait des parcours littéraires, ça va souvent être axé sur des auteurs ou autrices eurocentrés et blancs la plupart du temps. Et c'est vrai que c'est pas commun en fait d'entendre des personnes qui ont fait ce genre de parcours. Donc je voulais savoir comment t'es tombée là-dessus en fait. Moi, ça, je l'ai vraiment compris que plus tard. Mais c'est que en tant qu'Algérienne nord-africaine, je me suis vraiment identifiée et en fait, je comprenais leur histoire parce qu'en tant qu'Algérien, on a eu le même parcours de colonisation et en fait, je me suis rendu compte que plus j'étudiais des textes, plus certaines choses pour moi étaient évidentes. Donc certaines choses étaient problématiques et ces choses problématiques étaient évidentes pour moi. Alors que par exemple pour le reste de la classe, c'était pas du tout évident et c'était quelque chose qui relevait même pas. Et c'est là que je me suis posé la question, pourquoi est-ce que moi pourquoi est-ce que je relève de ce genre de choses? Pourquoi est-ce que ces problèmes sont vraiment évidents pour moi? Et pour le reste de la classe, je comprenais pas parce que vraiment, quand je te dis, ça me sautait aux yeux le truc. Quand je voyais que personne ne relevait, je suis là, mais un problème ou qu'est-ce qui se passe? Et c'est qu'en fait, je parle de moi, mais je pense que plus généralement parlant, en tant que personne issue d'un peuple qui a été colonisé, qui a souffert, qui a été opprimé, donc ça inclut les Africains, tous les Africains, ça inclut le Moyen-Orient, ça inclut tous les pays qui ont été colonisés par un pays occidental. En fait, on ressent l'oppression quand on la lit dans un texte. Oui. Parce que c'est du vécu, c'est notre histoire à nous aussi. Et du coup, je me suis penchée sur eux je ne dirais pas par solidarité, mais parce que je comprenais. Et surtout aussi parce qu'en France, moi, personnellement, j'aurais préféré étudier l'Algérie. Mais je trouve qu'en France, l'Algérie, c'est beaucoup trop tabou. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire de manière libre. La parole ne s'est vraiment pas libérée sur l'Algérie. Et en fait, je voulais juste avoir ma liberté de parole. Et c'est toujours plus facile de pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre que chez nous. Et donc, pour moi, en fait, étudier les peuples autochtones, c'était un peu étudier l'Algérie parce que plus je lisais et plus je me disais ah, mais c'est pareil pour nous, ah, mais c'est pareil pour nous, ah, mais c'est pareil chez nous. Et en fait, j'avais besoin, en fait, pour moi, c'est comme si j'étudiais l'Algérie indirectement. D'accord. Ouais, c'était un moyen pour toi de te rattacher à ce que toi, tu avais vécu. Okay. Mais ça, je l'ai vraiment réalisé que plus tard. Une fois que j'ai fini mon master, que basta, je me suis dit, ah, mais en fait, je n'ai pas étudié ça pour rien. Ok. Bon, bah, c'est bien, t'en as retiré quand même des choses assez positives, du coup. Ah oui, enfin, là, là, je lis de moins en moins, justement, parce qu'une fois, en fait, que je me suis rendu compte de ça, je prends la liberté de m'axer sur ce que je veux vraiment, ce que j'aurais préféré peut-être faire, ce que j'aurais peut-être pu faire. Mais je lis toujours, enfin, je m'intéresse toujours aux peuples autochtones parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de similarités entre les peuples autochtones, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis.
Mm. Bon, je dis les États-Unis, bon, ça inclut le Canada aussi, mais c'est juste que moi, j'étais vraiment axée sur les États-Unis. Beaucoup de points communs entre les États-Unis et ce qui peut se passer dans le monde, en tout cas dans la région Swana. D'accord. Mm. Ouais, je sais pas si tu connais Firekeeper's Daughter de Angeline Boulet. Non, ça me dit rien. Bah c'est un récit inspiré de faits réels, mais c'est de la fiction. Et c'est une autrice justement qui est issue de peuples autochtones, mais il me semble que c'est du Canada, si je me trompe pas. C'est pour ça que je connais pas. Ah oui, ouais, c'est pas l'Amérique du Nord. Et Ouais, du coup, je sais, je commence à lire un peu du Canada, mais je suis vraiment axée sur les États-Unis. oui. Tu peux me répéter le nom? C'est Firekeeper's Daughter. Alors, je l'ai lu en français, mais je me souviens plus du titre. Ah oui, si, je connais, j'ai vu la couverture passer. Moi, je trouve, ouais, quand tu m'as parlé de tout ça, j'ai pensé à ce livre directement. Et ouais, il y a pas mal de par rapport au peuple aussi d'Amérique du Nord et ceux du Canada, du coup. Et l'autrice retranscrivait bien son histoire et les mécanismes de racisme que ces personnes-là vivent. Moi, je trouve que l'histoire des peuples autochtones, et quand je dis l'histoire, c'est passé, présent et futur. C'est pas que le passé est super intéressante et c'est vraiment très complexe. Et plus tu lis, plus tu en apprends, plus tu te dis, mais en fait, on est en 2023, mais on dirait qu'on est en 1492. Ou je sais pas quand est-ce qu'il est arrivé, Christophe Colomb, je me souviens plus. Mais parce que c'est, en fait, le mécanisme d'oppression, il continue. Et tout ce qui se passe, en fait, c'est qu'il change. Il y a des nouvelles méthodes qui sont utilisées, autant pour opprimer que pour cacher certaines informations. Et encore aujourd'hui, on est encore en train de révéler au grand monde des choses qui se sont passées il y a très longtemps et qui continuent de se passer. Donc, on dit toujours qu'on est dans un monde post-colonial. Moi, je trouve pas qu'on est dans un monde post-colonial. C'est même pas néocolonial, c'est la colonisation est toujours là. Par exemple, ça fait pas sens, mais quand les États-Unis fêtent leur indépendance, quelle indépendance déjà? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours en train de coloniser. Donc, techniquement, les peuples qui devraient célébrer leur indépendance ne la célèbrent pas encore. Pourquoi? Parce que il y a toujours une colonisation qui est en place. C'est juste que il y a des mots différents pour l'exprimer. Bon, ça va être, par exemple, pour l'Algérie, c'était colonisation, mais par exemple, pour le Tunisie, le Maroc, c'était protectorat. No comment. Ouais, ça se perpétue encore. Ah oui, ça se perpétue encore et toujours, et ça sera le cas pendant encore plusieurs années. On va passer à la partie sur ta création de contenu. Depuis quand tu t'es lancée sur les réseaux sociaux? Ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux. Je pourrais pas te dire l'année précise, mais c'est à partir du moment où Instagram a mis la mise à jour où on pouvait avoir 2 comptes séparés. D'accord. Sans avoir à se déconnecter et se reconnecter, se déconnecter et se reconnecter, d'avoir plusieurs comptes. Et en fait, c'était tout ce que j'attendais pour créer un compte sur les... Parce que j'ai mon compte perso. Et je sais que sur mon compte perso, j'avais pas beaucoup de gens qui s'intéressaient à la littérature. Je voulais pas saouler les gens. Et dès qu'ils ont mis cette mise à jour, je me suis dit, voilà, t'as plus d'excuses, tu peux le faire. Et vraiment, c'était très, 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 très tôt. Quand j'y étais, je crois qu'il y avait vraiment aucune... je connaissais aucune bookstagrammeuse française. Ah oui? Vraiment aucune. J'en connaissais aucune. Il devait y en avoir, mais vraiment, je pense... elle est vraiment à tout craquer, peut-être 100 dans toute la France. Ah mais oui. voilà, on était vraiment très... Ah, mais il y avait vraiment personne. Vraiment... C'est pour ça que je te dis, au début, je me sentais très seule. C'était le désert. Il y avait moi. Et du coup, je me suis naturellement dirigée vers les bookstagrammeuses anglophones parce que alors là, par contre, il y en avait des tas et des tas et des tas et c'était... je ne dirais pas diversifié, oui, mais il y en avait beaucoup. Je comprends ton message. Ouais, c'est vrai que la communauté anglophone, elle est vachement implantée
dans le domaine de la littérature, Oui. et notamment pour les personnes issues de communautés marginalisées, tu Exactement. peux en Tout retrouver compris. plein. C'est vrai que c'est un peu différent pour les Français. Et j'ai remarqué qu'en fonction des plateformes aussi, tu vas pas forcément retrouver la même proportion, entre guillemets. Ah ouais? Bah, dans le sens où sur Insta, il y aura peut-être plus de... Enfin, en tout cas, de ce que moi je vois, il y a Mhm. plus de personnes issues de communautés marginalisées sur Insta que Mhm. sur Ouais. YouTube, Ah, par exemple. tout à fait, ouais, ouais, Parce je suis que d'accord. sur YouTube, tu tapes, par exemple, booktubeuse noire, on va te proposer des profils blancs. Ah, mais non. Si. Dans la barre de recherche, je pense que tu vas peut-être avoir une ou deux qui vont pop-up, mais sinon, tu n'auras que des blanches. Alors que si je tape Black Booktuber, Mhm. là, tu vas avoir... là, l'algorithme va Vraiment marcher, quoi. Ah ouais. Après, je Donc, pense peut-être que aussi sur Instagram, c'est très différent. Tu Mm, sais, sur Instagram, c'est un peu ta bulle. Donc, tu es là et tu es vraiment des gens qui. C'est un peu un safe space. Moi, en tout cas, je le considère comme un safe space. Et je fais en sorte que ça reste un safe space parce que je suis pas là, en fait, je suis pas là pour souffrir. Tout mm, simplement, je trouve que en tant que communauté marginalisée, on souffre assez dans la vie. Et donc, moi, une des raisons pour lesquelles, par exemple, je suis pas sur YouTube, c'est que je peux pas contrôler les réactions des gens et je peux mm, pas contrôler qui regarde et qui ne regarde pas mes vidéos. Donc, c'est vraiment, j'ouvre la porte à toutes sortes de personnes. mm. Alors qu'Instagram, j'ai ma petite communauté, je me sens bien. Euh, je dirais les choses, peu importe. Après, moi, je dis les choses telles qu'elles sont, hein, peu importe le backlash, hein, qu'il y a un backlash, bah écoute, marhaba bik, hein. Voilà. Mais, mais, mais ça reste quand même plus safe que, que YouTube. Je pense que c'est peut-être pour ça. D'accord, ouais. Ouais, c'est En tout vrai cas, que moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, je pense que quand tu commences sur YouTube, je pense pas que tu auras forcément énormément de backlash parce que... Non, mais Enfin, tu du sais, moins juste de réactions. vraiment des commentaires, voilà quoi. Ouais, c'est vrai que j'en ai eu un ou deux de temps en temps. Mais bon. Après, ça dépend de la communauté que tu... Enfin, je veux dire, Oui, après, je pense que c'est le avec nombre le de temps, temps, ouais, ouais, d'abonnés que tu as, etc. Ouais. après, je pense qu'à les réseaux, c'est à peu près pareil. Donc, si là, j'ai une communauté dans laquelle je me sens bien, je pense que sur YouTube, avec du temps, mais bon, après, c'est un travail, ça se fait. Il faut Mm. communiquer avec d'autres youtubeuses, etc., etc. Moi, j'ai pas le temps. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, et tu fais quoi d'ailleurs dans la vie? Je suis prof d'anglais. Ah, mais oui, je suis bête. Tu me l'as dit. Et je te Ok. jure que t'as pas le temps. T'as pas le Vas-y. temps. Et c'est dans quel... Super bien. au lycée Au ou lycée, à la bien fac? Ok. chose. Ouais. D'accord. Donc, ouais, t'as vraiment pas le temps. Là, j'ai très peu lu parce que trop de trucs à faire. Ouais, La vie j'imagine. adulte, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. On va pas travailler. Non, c'est faut travailler, c'est bien. Enfin bon, Mm. on peut débattre là-dessus, mais je ne pense pas que ce soit le sujet du podcast. C'est dans une deuxième partie. Du coup, tu proposes quoi comme... T'as commencé avec des chroniques quand t'as Euh, commencé à poster? oui, enfin ouais, ça a toujours été des chroniques, hein, mais c'était très court. Après, mes chroniques se sont développées au fur et à mesure du temps. Enfin, t'apprends sur le terrain. Mais oui, j'ai commencé avec des chroniques et puis enfin, c'est le même contenu que je fais maintenant, que je faisais avant. La seule chose qui a changé, c'est le type de livre que je lis. Je me souviens que mon tout premier post, c'était Toni Morrison. Enfin, de Toni Morrison, c'était Beloved, parce qu'on travaillait sur ça à la fac. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé. Au début, en fait, j'avais pas beaucoup aimé. Au début, je l'ai trouvé déconcertant. Je comprenais pas. Et ça m'a donné envie d'en parler. Parce que quand tu étudies un livre à la fac, c'est pas la même chose que d'en parler avec d'autres personnes. La fac, c'est beaucoup plus très académique. Tu es là à analyser, c'est bien, mais bon, voilà, ça a ses limites, hein. Et c'est là que j'ai ressenti la nécessité d'en parler.
Et j'ai créé mon compte, j'ai mis le premier post sur Toni Morrison, et je suis allée chercher des revues qui avaient lu Beloved. D'accord. Bon, j'étais pas très satisfaite de cette première expérience, parce que même à l'époque, il y avait beaucoup plus de bookstagrammeuses américaines blanches que noires. En tout cas, moi, je les trouvais pas à l'époque, s'il y en avait. Mais donc j'ai pas vraiment eu ce que je cherchais, mais c'était ce déclic pour continuer à poster et chercher des avis, communiquer avec d'autres personnes. Parce qu'en fait, pour moi, un livre, j'ai pas fini de le lire tant que j'en ai pas parlé. Mm. C'est-à-dire que oui, je l'ai fini de le livre il est fermé, il est à côté, mais si j'en parle pas, il va rester à côté de moi pour me rappeler qu'il faut que j'en parle, il faut que je dise, il faut que je m'exprime, il faut que j'extériorise, il faut que j'échange, parce qu'il y a des points que je vais trouver problématiques. Est-ce que je me dis, est-ce que c'est juste moi ou est-ce que d'autres personnes ont trouvé ce genre de choses problématiques? J'ai pas trop compris cette notion-là parce que je n'ai pas le contexte nécessaire, je n'ai pas le vécu nécessaire pour comprendre ça. Et, euh, et du coup, vraiment, pour moi, Bookstagram, en tout cas, ça a commencé par vouloir m'exprimer sur mes lectures et, euh, et parce que je suis toujours ouverte aux avis des autres et voir ce que les autres en pensent. Parce qu'en fait, les avis des autres, ça peut te prendre conscience, ça peut te prendre conscience, te donner conscience, T'aider à prendre te conscience. faire prendre conscience, Oui. ouais. T'aider à prendre conscience de certaines choses qui sont passées à la trappe pour toi, tout simplement parce que tu ne fais pas partie de tel groupe ou tel groupe, tu n'as pas l'histoire nécessaire, tu n'as pas le contexte, tu n'as pas le vécu. Enfin, on ne peut pas tout avoir. Autant la lecture, c'est enrichissant, mais ça a ses limites. Oui, tu peux avoir des biais, tu n'es pas averti Exactement. surtout. Oui, voilà, tu n'es pas averti surtout. Donc, c'est vraiment un moyen, autant d'en apprendre plus, de s'ouvrir sur le monde. Après, il faut être ouvert en soi, parce que si on est fermé, on s'ouvrira jamais. Et c'est aussi un peu parce que je suis très curieuse de nature, en fait. Donc, c'est pour avoir les réponses à mes questions, tout simplement. Ok. Ouais, tu laisses la part à la critique, quoi. Parce que Oui, j'ai l'impression que c'est pas le cas pour tout le monde. non, pas, Alors, dès que tu pas reproches quelque chose à malheureuse. quelqu'un, ouais. Et la critique, en fait, c'est positif et négatif. Du moment que c'est constructif, du moment que c'est pas un truc haineux, Mm. oui. Et pour tous ceux qui écrivent des livres, quand on écrit un livre et quand moi j'écris pas de livre, on me reproche à chaque fois, bah si t'aimes pas, t'as qu'à écrire ton livre. Donc en fait, non, ça marche pas comme ça C'est dans la vrai. vie, d'accord? Ça marche pas comme ça dans la vie. Moi j'aimerais bien écrire un livre, mais pour le moment je me sens pas prête, je sais pas que j'ai les capacités, etc. Bref, peut-être que ça viendra un jour, peut-être que ça viendra jamais, mais personnellement je considère que j'écris déjà. Mm. J'ai pas besoin d'écrire un livre pour écrire. On écrit tout, on peut écrire des poèmes, on peut écrire des nouvelles, on peut écrire des livres, on peut écrire des critiques, on peut écrire des revues Bookstagram. On écrit plein de choses du moment qu'on écrit. Mm. Euh, tu peux savoir pourquoi je dis ça? Alors, c'était par rapport au format que tu proposais. Oui, la critique. La critique, c'est constructif. Et en fait, à partir du moment où on écrit quelque chose et qu'on le publie, il faut s'attendre à des critiques parce que le texte ne nous appartient plus. Mm. Et on donne l'autorisation à tout le monde de donner leur avis sur tel ou tel livre. Si on veut que des revues positives, il faudra bien réfléchir avant de publier quoi que ce soit. Et en termes d'évolution, en termes de progression, je ne sais pas si une progression sera possible. Mm. Au bout d'un moment, faut qu'on ait et le bon côté des choses et le mauvais côté des choses si on veut s'améliorer, tout simplement. Oui, c'est ça. Il faut aussi que les avis soient un peu plus nuancés, je trouve. Ah oui, oui. Et bon, après, ça dépend si les gens ont un intérêt derrière ou pas. C'est- Non, on est sur la même longueur d'onde parce que je vois. Oui, bah, c'est sûr que dès que dans un domaine, dès qu'il y a un intérêt financier ou matériel, Exactement. Mm. forcément, il y aura des déviations, quoi. Ah, c'est sûr, hein, malheureusement. Mm. Après, c'est bien, je suis d'accord, il faut soutenir, hein, mais soutenir, il y a soutenir et soutenir. C'est-à-dire, si tu soutiens juste pour que le truc marche, c'est bien, mais si l'œuvre en soi marche, mais qu'elle est problématique,
au bout d'un moment, il va falloir aborder ces questions problématiques. Donc, peut-être, je sais pas, enfin, mais il faut le dire, que ce soit publiquement ou en privé. Mais il Mm, faut que la personne qui a créé cette œuvre soit consciente des points problématiques qu'elle pourrait améliorer la prochaine fois. mm. Ouais, encore faut-il qu'elle soit réceptive aussi. Encore faut-il qu'elle soit réceptive. À Après, cette je comprends parce situation. que quand tu écris une œuvre, c'est un peu ton bébé. En fait, c'est comme si Oui, me dire oui, ton fils il est moche, ton bébé il oui. est moche. Toi, tu as galéré, tu dis ton bébé il est moche. Mais ça reste quand même une création littéraire qui peut s'améliorer. Mm. Donc il faut vraiment pas hésiter, il faut être ouvert aux critiques. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que moi je suis là, j'écris pas de livres et tout Oui, ça. c'est clair. Je reçois pas les critiques négatives, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans tous les cas. Mm. Et est-ce que tu chroniques tout ce que tu lis sur les réseaux ou... Alors oui et non. La plupart du temps oui, mais il y en a que je chronique pas parce que ça va vraiment être des livres qui m'ont fait du bien. En général, c'est des audiobooks déjà. En général, c'est des audiobooks et j'aime bien écouter tout ce qui est quelque chose de léger. Par exemple, là, les derniers livres que j'ai écoutés, c'était je sais plus le titre. Tant que le café est chaud, un truc comme ça. C'est un auteur japonais. Ah, c'est une sortie récente, là? Il en a écrit 3, je crois. Ok, En anglais, c'est Before the Coffee Gets Cold. Donc, ok, avant que le café refroidisse. d'accord. C'était c'était très. Enfin, c'est quelque chose, c'est un peu feel good. C'est des histoires qui font chaud au cœur. Mm, Ça, j'ai pas chroniqué parce que, bon, moi, ça m'a fait du bien. J'ai pas envie de dire grand-chose dessus, je sais pas. Ça a été une lecture différente de ce que j'ai l'habitude de lire. d'accord. Ça, j'ai pas chroniqué. Mais en général, je chronique la plupart du temps, oui, je chronique. Parce que j'ai toujours un truc à dire. Donc, il faut que je le dise. Il faut que ça Ok. sorte. Non, mais c'est bien, ça veut dire que t'es assez active. J'essaye, ouais. Quand je lis, j'écris. Après, j'ai beaucoup de revues en retard. Mais elles sortiront un jour. Après, il y a certains livres, ça me prend aussi beaucoup plus de temps à y réfléchir. Mm, Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où j'ai pas encore réussi à mettre la main sur le sentiment que j'ai ressenti en lisant ce livre ou ce qui m'a vraiment posé problème. Et donc d'accord. là, avant de chroniquer, j'en parle vraiment autour de moi. J'ai lu ça, je pense que c'est problématique, mais peut-être que c'est juste moi. J'ai lu ça, mais tu penses quoi de cette partie-là? Parce que moi, je suis pas très à l'aise, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Je sais pas trop ce qu'il y a. Et donc, j'ai vraiment besoin d'en parler autour de moi pour au final avoir à peu près une idée de ce que, en fait, d'avoir les mots Ok, pour décrire ce que je ressens, tout simplement. d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est une approche assez particulière, enfin différente. C'est vrai que moi, je pense pas forcément à demander aux gens t'en as pensé quoi ou j'ai lu ça ou. Enfin, j'interagis pas trop pour faire mes chroniques après, tu vois. Je sais pas comment Parce expliquer. que moi, je pense que pour moi en tout cas, d'une place, pas de manque de confiance, mais d'insécurité, Mm, quelque chose entre les deux, dans le sens où en écrivant ma critique, je veux faire de mal à personne. Donc en fait, je veux m'assurer de ce que je ressens avant de dire quoi que ce soit. ok, Je veux être sûre de ce que je ressens et pas juste dire quelque chose sur un sentiment sans avoir fait de recherche derrière ou quoi que ce soit. Parce que je sais par exemple que si je tape sur Google quelque chose par rapport à ce que j'ai lu, je vais peut-être trouver une solution. Si je demande quelque chose à quelqu'un, va peut-être répondre à ma question ou d'une manière où je serai beaucoup plus en confiance je serai convaincue de sa réponse. En fait, d'accord. tant que je suis pas convaincue, je poste pas. Et si je poste vraiment et que je suis pas convaincue, en fait, je le dis que c'est une suggestion, je ne suis pas convaincue, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, vous en pensez quoi? Mm, d'accord. Ouais, c'est assez honnête de ta part. Bah parce que, enfin, mon but c'est pas de quand je fais des critiques, mon but c'est pas de descendre les gens. Mm, C'est pas mon but parce que je suis vraiment pas là pour ça. Mais après, s'il y a quelque chose à dire, je le dis.
Mais avant de le dire, je veux m'assurer que, en tout cas, les arguments que j'ai tiennent la route. S'ils ne tiennent pas la route, je le précise. S'ils tiennent la route, je le dis. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le moi savoir. On est là pour échanger. C'est le but. C'est le but, moi, en tout cas, de le pourquoi de je suis sur Instagram. Ok. Sinon, je parlerai toute seule. Non. Alors, j'ai bien aimé ce livre. T'es aussi ambassadrice pour les nouvelles de Faiza Again. Je voulais Oui. savoir en quoi ça consistait exactement. Alors, l'histoire de ça, c'est parti d'un. Alors, Faiza Again a eu ses livres traduits en anglais. Il a les 2 derniers, donc Un homme, ça ne pleure pas. Ça a été traduit par la maison d'édition Cassava Public Press. Le titre, c'est Men Don't Cry. Ça a été traduit par Sarah Ardisonnet, qui est sa traductrice en fait depuis toujours. Donc, c'est elle qui a traduit le tout premier livre qu'elle a sorti, Kif Kif Demain. Et donc, en fait, alors moi, Faiza Again, j'adore. Faiza Again, c'est la crème de la crème. C'est vraiment, elle dit les choses telles qu'elles sont. Et je la remercie pour ça, parce qu'il y a très peu de choses dont beaucoup d'auteurs nord-africains, francophones, français, nord-africains, français d'origine, ne disent pas. Par exemple, tout simplement, la question du hijab, la question du voile, du foulard, est très peu abordée dans les romans de manière telle que moi je la ressens et telle que beaucoup de musulmanes la ressentent, dans le sens où la liberté, si vous voulez libérer quelqu'un, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Il ne faut pas l'obliger à faire ce que vous voulez. Ce n'est plus de la liberté. Par tout ça au nom d'un principe auquel vous seulement croyez. Et ça, très peu de gens le disent, alors que c'est tout simple. Et moi, je suis vraiment reconnaissante à Faiza Again parce qu'il y a plein de choses dans ce genre-là qu'elle dit sans sans faire de détour, en fait. C'est comme ça, elle le dit, tac. C'est droit au but, cherche pas midi 14 heures. Et je trouve aussi qu'elle représente, en tant que française et algérienne, elle représente très bien les communautés nord-africaines, maghrébines, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas assez, parce que les auteurs qui sont le plus mis en valeur en France, c'est pas des auteurs que j'affectionne particulièrement, pour ne pas citer qui, parce que je trouve pas qu'ils font un travail très... Après, c'est leur avis, hein, je respecte. Mais le problème... Tu parles de tout le monde, là. Enfin, tu parles pas essentiellement d'auteurs nord-africains. Non, oui, je parle de tout le monde, oui. Mais nord-africains en général aussi. Okay. Donc, dans les nord-africains, il y en a... Chacun a son avis, sauf que certains, on les met plus en lumière que d'autres. Et ces personnes-là n'ont pas l'avis le plus objectif possible, sachant que l'objectivité n'existe pas. Mais c'est dans un sens où leur avis, ils profitent. Ils ne me profitent pas à moi, en fait. Et en tant que personne marginalisée, opprimée, bref, et tout le reste, c'est problématique si mon avis n'est pas mis en valeur. Et qu'un avis qui me nuit est mis en valeur un peu trop souvent à mon goût. Alors que, voilà, tout ça pour dire que Faiza Again, elle fait exactement l'opposé. Et je pense pas qu'elle le fait dans le but de le faire, parce que ce qu'elle dit en général, c'est que moi, j'écris pour les gens comme moi, pour les gens qui me ressemblent, pour ma population. Et c'est tout ce qu'elle fait. Elle fait pas ça dans le but de mettre... Elle le fait pour tout simplement communiquer avec une certaine communauté. Et je trouve que c'est encore plus intéressant parce qu'une fois que ces livres sont traduits en anglais, ça apporte dans le monde anglophone une vision de la France qu'ils ne connaissent pas. Parce que le monde anglophone, la France, c'est Paris baguette. Ouais, c'est ça. Littéralement. Croissant maintenant. Et Emily in Paris. Donc, voilà. Vraiment, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et même dans les auteurs francophones qui sont traduits, on va avoir Annie Ernaux, on va avoir un tas d'auteurs, mais parmi tous ces auteurs, il n'y en aura aucun qui va vraiment représenter ou qui va mettre en avant la communauté nord-africaine, musulmane surtout en France. Et
Et vu que c'est ce qu'elle fait, et qu'elle est l'une des seules à le faire, et que ses livres sont traduits en anglais, bah moi, mon rôle, et c'est un rôle que je me suis auto-attribué en fait, c'est de forcer les gens anglais à le lire. Mon rôle d'ambassadrice, c'est ça. D'accord. Et du coup, en fait, c'est parti d'une story où je faisais une revue de Un homme, ça ne pleure pas en anglais, Men Don't Cry. Et du coup, Faye Zagan m'avait retagué meilleure ambassadrice autrement. Je me suis dit, désolée, mais je vais le mettre dans ma bio, en fait. D'accord. Et du coup, voilà, ouais. Je fais le maximum pour que les personnes anglophones lisent son livre. Parce qu'en fait, ces histoires, c'est aussi mes histoires. Par exemple, dans Men Don't Cry, l'histoire qu'elle a racontée, c'était pas mon histoire, mais si je te dis, c'était limite copier-coller ce que ma mère m'avait raconté d'une de ses amies. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une histoire commune. Je sais pas comment elle fait, mais c'est des histoires qui sont. Certains peuvent dire qu'elles sont clichés, mais moi, je les considère pas clichés parce que elles sont réelles. Et en fait, même si nous, on les connaît, pour nous, c'est des histoires familières, on les trouvera jamais écrites noir sur blanc. Mm. Et je trouve que c'est important que certaines histoires soient écrites noir sur blanc, qu'elles existent au format physique. Mm. Et voilà, c'est ce qu'elle fait. Donc moi, mon but, c'est le forcing en tant que Algérienne qui se respecte. Ouais, faut que je commence ses écrits. J'ai pas encore lu un de ses ouvrages, mais on me le recommande beaucoup sur le podcast. Ouais. Ah, franchement, non, Faye Zagan, c'est une écriture fluide, simple, mais qui te va droit au cœur. Et surtout qui te touche, dans le sens où tu te dis, enfin, quelqu'un qui dit les choses clairement et qui le dit à travers une histoire qui est bien écrite, en fait. Parce que je dis beaucoup que Faye Zagan, elle dit les choses clairement, etc. Mais c'est aussi l'histoire qui est bien construite. C'est aussi une écrivaine qui écrit de la fiction. Et sa fiction, elle est aussi très bien. D'accord. Et comment tu le vis, le fait que tu sois autant... de ce que j'ai compris, t'es autant impliquée dans la communauté littéraire anglophone que francophone. Non? Pas du tout. Ah, pardon. Non, pas du tout. Non. Ouais. En fait, j'ai commencé dans le monde anglophone et c'est quelque chose que je dis, que je pense que je répète tout le temps. C'est une fois que tu commences à lire en anglais, tu vois le train de retard que la France a. Et en fait, c'est juste impossible pour toi de revenir en arrière. Ok. Donc tu Dans le dirais plus sens, que tu es du côté anglophone alors. ouais. Là, D'accord. vraiment, Ok. là, par contre, mon but en 2023, c'est de lire plus de livres en français. Mais alors, mes livres en français, je les choisis très très bien. Je peux passer des heures Ouais. et des heures à choisir un livre en français parce que quand je lis en français, je Mm. m'énerve et je Mm. veux pas m'énerver. En fait, ce que je lis en français, ça m'énerve tout simplement. Et c'est vraiment pas le but. Et là, je commence à bouillonner, tu vois. Non, mais D'accord. en fait, ça me désole de voir que je dis, je peux pas lire en français parce que ce qui est publié en français, c'est tellement problématique que quand je lis, je m'énerve. Alors que quand je lis en anglais, je m'énerve pas. Oui, je vais m'énerver parce que l'histoire en soi, il se passait quelque chose de triste dans l'histoire, mais je vais pas m'énerver par rapport au contenu qui est écrit, qui est problématique. Mm. Et quand mon but dans la lecture, c'est pas d'aller au taquet chercher les éléments problématiques. Oui, ça va pas, c'est pas mon travail. Mm. C'est la lecture, ça reste un plaisir. Et si je vois que je commence à perdre de ce plaisir, en fait, j'arrête. Et c'est pour ça que je lis très peu en français et que je choisis mes lectures françaises, mais vraiment de la manière la plus spécifique possible, si ça D'accord. fait sens. Euh, donc, je suis beaucoup plus impliquée dans le Bookstagram anglophone que dans le Bookstagram francophone. Aussi parce que je trouve que le Bookstagram anglophone est beaucoup plus safe pour moi que le Bookstagram francophone. Franchement, le Bookstagram francophone, il y a beaucoup de personnes que je suis parce que je sais que c'est des personnes qui ont la même vision que moi sur des points principaux qui sont rédhibitoires en fait pour moi. Parce qu'après, si tu es dans une bulle où tout le monde pense comme toi, tu vas jamais avancer dans la vie.
Si vous pensez tous la même chose, on va stagner. Mais en tout cas, je sais que c'est des personnes qui ont un sens critique, je dirais. Mm. Et que donc, même si moi, je fais quelque chose qui ne va pas, je sais qu'elles vont venir me dire, Assia, en fait, là, ce que tu as fait, ça va pas. Peut-être que ton intention était bien, en tout cas, mais le résultat, il n'était pas bien du tout. Moi, ça, je veux des personnes qui viennent me dire ça. Je veux pas des personnes qui... je veux pas, en fait, avoir des relations où, oui, tout ce que tu fais, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Non, je suis vraiment ouverte à la critique, même si ça me fait mal, même si ça va me trotter dans la tête pendant une semaine ou quoi que ce soit, je serais pas d'accord, je serais peut-être un peu déçue au début et tout ça. Mais après, on revient à la raison. Mm. Et donc voilà, j'ai un petit groupe de personnes que je suis comme ça dans le monde francophone, mais c'est vraiment un petit groupe. La majorité font partie du Bookstagram anglophone. D'accord. Où je me sens beaucoup plus safe, en tout cas de donner mon avis et de recevoir une critique. En France, je sais que quand je donne un avis qui n'est pas l'avis général, je me prépare à À un recevoir. backlash. Oui. Je me prépare parce que ça m'est déjà arrivé et je sais que ça risque d'arriver dans le futur. Mais maintenant, je sais juste que je me prépare pas. Maintenant, je serai plus choquée. Oui, parce que voilà, quoi. Mais Comment je me tu prépare l'expliques? mentalement. Comment tu l'expliques cette différence de mentalité? Pourquoi on est toujours perçu comme des gens, enfin je parle des Français de manière générale, mais ouais, comme fermés, qui sont pas ouverts à la critique, alors que... Bah, je pense que c'est beaucoup de... Je pense que c'est beaucoup de brainwashing, Mm. de lavage de cerveau. Ça va être les gens qui vont écouter ce podcast me dire cette meuf elle est radicale. Non, mais je te comprends. En fait, mais je pense que c'est du soft brainwashing. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où on est dans un pays, on grandit d'une certaine manière, on grandit avec la laïcité, on grandit avec certaines choses qui nous paraissent tellement normales au fur et à mesure, en fait, qu'on se pose même plus de questions dessus. Mm. Et le problème, c'est qu'on ne se pose plus de questions. Et une fois qu'on ne se pose plus de questions, on a du mal avec ceux qui posent des questions. Parce qu'on se dit, bah non, moi je trouve qu'il est bien. Toutes mes amies trouvent qu'il est bien. Je vois pas pourquoi elle le trouverait mal. Je vois pas, elle verrait ce défaut. Non, moi, pour moi, ça, c'est pas un défaut. D'accord, je suis d'accord pour toi, c'est pas un défaut. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en colère pour ceux qui osent poser des questions. Parce que pour eux, bah, c'est problématique, quoi que ce soit. Et en fait, c'est subtil en France. Ouais, c'est très Tu vois, aux dissimulé, je États-Unis, reste. c'est tac, 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 hein. Trump, il va pas se gêner pour dire quoi que ce soit. Oui, oui. Après, c'est subtil, c'est chic, c'est élégant. Tu vois pas le truc passer, en fait. C'est ça, si t'es pas concerné, tu vas pas... Exactement. Et en fait, et le truc, c'est que même quand tu es concerné, beaucoup de choses te passent à la trappe. Ouais, tu le réalises après. Exactement, Mm. beaucoup de choses te passent à la trappe. Et moi, les personnes francophones avec qui ça passe très bien, Mm. c'est une remarque, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'est toutes des personnes qui lisent de la littérature américaine, donc afro-américaine, et en fait, qui ont une base d'idées qui vient du monde anglo-saxon, parce que le monde anglo-saxon, déjà, un, ils sont en avance, deux, ils ont des paroles beaucoup plus libérées, et trois, ils critiquent beaucoup. Donc ça veut dire que une fois que dans un pays, il y a beaucoup de critiques, ça ouvre la porte à plusieurs avis. Et toi, tu regardes, tu lis tous les avis et tu prends ce qui te correspond. Ça peut des fois t'ouvrir les yeux, des fois tu peux dire non, eux ils sont dans l'abus. Ça, c'est pas un point que, pour le coup, en France, on est bien sur ce point-là. Voilà, tu peux en fait te construire ton propre avis. Mais en fait, en France, c'est un peu comme Instagram. On est tous dans la même bulle et on a tous les mêmes idées. Et une fois qu'une personne n'a pas les mêmes idées que nous ou va critiquer quelque chose de manière négative, euh, bah, ça va poser problème. Mm. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Parce qu'encore, comme je disais, une fois que tu es dans le monde anglophone et que tu vois le monde francophone, tu dis en fait, j'ai pas envie de revenir en arrière. Et c'est pour ça que je limite vraiment mes interactions. Ouais, ok. Ouais. Parce que ça me prend aussi beaucoup de mon énergie. Ça me Oui. prend vraiment beaucoup d'énergie. Tout ce qui est émotionnel et tout ça, c'est dur à digérer.
Bookstagram, c'est quelque chose que je fais par plaisir. On ne me paye pas pour. Il n'y a C'est ça. aucun retour derrière financier pour compenser quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Donc, je limite les interactions le plus possible. Mmh. OK. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est assez compliqué de se faire une place, dans le Bookstagram français, si tu lis pas les livres très hypés, si tu rentres pas dans un moule, et Exactement. moi, j'ai pas envie. Mais t'as raison, franchement, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu veux faire, et après, tu vas attirer des gens qui s'intéressent, qui ont les mêmes intérêts que toi. Donc, quand j'ai commencé Bookstagram, j'avais 0 ami, je connaissais personne. Mmh. Et après, au final, j'ai suivi des gens qui lisaient ce que je lisais. J'ai regardé leurs recommandations littéraires. Je me suis décidée vers un genre littéraire qui me correspondait le plus. Et maintenant que je peux échanger sur des livres que j'aime bien avec des personnes que j'aime bien, qui lisent plus ou moins la même chose que moi, mais qui aussi m'introduisent à de nouvelles lectures. Ouais, c'est ça prend du temps de trouver, les personnes, Ouais, ah oui, ça trouve beaucoup de temps. qui peuvent Ça avoir prend aussi un esprit critique. Bah, moi, ça m'a pris, 2 ans et demi, jusqu'à récemment, Mais quoi. 2 ans, c'est rien, Stella. Ouais. 2 ans, c'est rien. J'aurais bien aimé que ça me prenne 2 ans, mais bon, vu Ouais, que c'est oui, nous, on ça. est un peu les pionniers ici. Oui, Ouais. OK. Donc, Ah, ouais. c'est hyper Et aussi, intéressant. quelque chose d'autre que je déplore, Mmh. qui va aussi dans le manque d'esprit critique. Et c'est que mon avis, hein. C'est vraiment que mon avis personnel, c'est mon ressenti. C'est que je trouve qu'en France, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma communauté à moi, donc communauté nord-africaine, musulmane. Je saurais pas te dire pour les autres parce que je me suis pas aventurée dans la littérature francophone dans les autres domaines. Mmh. Euh, c'est qu'on est satisfait du strict minimum. Et je trouve que c'est un très gros problème parce que déjà qu'on n'a rien, Mmh. il faut justement pas se satisfaire du strict minimum. En fait, le strict minimum, il faut pas l'applaudir. Mmh. Le strict minimum, c'est le strict minimum, c'est le strict minimum. Et en fait, encore heureux qu'il ait fait, qu'il soit fait. Encore heureux. Mais justement, il faut aller au-delà. C'est-à-dire le strict minimum, c'est bien, mais encore. Mmh. Moi, dans ce strict minimum, je vois telle ou telle ou telle ou telle chose qui est problématique. Dans la prochaine version, il faudra que ce soit amélioré. Pour moi, c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans la communauté francophone. Ouais, c'est ça, ils se Peut-être contentent se de dépasser. publier, une parution, qui va plaire à un certain groupe C'est bon, et on a fait le travail. dans laquelle il y On aura va des choses à dire, mais il y aura rien d'autre pendant 2 ans, tu vois? C'est exactement, c'est bon, on leur a publié un livre, c'est bon là, ils ça. sont normalement, on devrait pas les entendre pendant 2 ans, ça devrait les calmer. Oui. Et en fait, ça devrait pas nous calmer, ça devrait nous enrager. Et encore, il faut quoi encore? Est-ce que déjà votre publication, elle est bien? Euh, Comme par exemple, je sais pas si tu as vu, si tu as suivi ce qui s'était passé autour du livre L'amour de A à Z. Oui, 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 j'ai bien suivi. Ça, pour moi, c'est un exemple qui est plutôt bien, dans le sens où oui, on a eu une traduction d'un livre avec des personnages musulmans. Il y a eu des erreurs. Les erreurs ont été mentionnées publiquement, enfin de manière privée. L'important, c'est qu'elles aient été mentionnées. Et là, dans la maison d'édition, dans leur traduction du deuxième livre, du deuxième tome, ils ont fait des efforts. Mmh. Pour moi, ça, c'est quelque chose de. En fait, ça, pour moi, c'est le strict minimum. C'est pas juste publier un livre, ah, il y a des erreurs, bon, c'est bon, on va parler des erreurs parce que bon, il y a quand même déjà un livre qui a été publié ou quoi que ce soit. Et c'est pas quelque chose qu'on va retrouver chez toutes les maisons d'édition, parce que même les maisons d'édition qui publient c'est très performatif en fait. Mmh. Donc oui, mais non. Et surtout plus non que oui en fait. Au final, si c'est comme ça, ne le publiez pas, il n'y a pas de souci. En fait, moi je suis pour la qualité Mmh. et pas la quantité. Et je me donne le droit de demander quelque chose de bonne qualité, Oui, oui. quelque chose qui mérite que je l'applaudisse. Je vais pas applaudir parce que
Enfin, moi, l'idée du strict minimum, ça me sidère. Tu vois Ouais, je comment je suis vois très dépitée là? désolée. Du coup, on va sur une note plus positive, de quoi tu es le plus Allez. fière dans ton parcours? Dans mon parcours, je pense que c'est des relations que j'ai créées avec des personnes qui ont le même intérêt que moi. Enfin, le même intérêt. Quand je dis le même intérêt, c'est de progresser, de s'informer, de s'éduquer et de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres expériences, à des choses, un vécu différent. Et, euh, et j'ai vraiment fait de très très bonnes connaissances sur Instagram parce que encore une fois, je vis sur Bordeaux. Bordeaux, niveau littérature diversifiée, marginalisée, etc., de couleurs, c'est pas trop ça, c'est pas du tout ça même. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à trouver à travers les réseaux. Donc des fois c'est des personnes qui sont en Angleterre que quand je suis partie en Angleterre, on s'est vu, on a parlé, Ah, c'est cool. on a beaucoup échangé sur Paris aussi. Mmh. Des fois c'est des personnes, bah, je pense notamment à Christelle Totanga, je sais pas si tu la suis. Non. Bon, elle aussi, elle a un contenu littéraire que j'adore et elle a un esprit très critique et je demande beaucoup ses conseils quand je ne sais pas trop. Donc vraiment, enfin, c'est des personnes qui ont plus ou moins la même vision. En tout cas, ils n'ont pas la même vision, je dirais le même but, la même finalité. Et c'est vers eux que je me retourne quand je suis en situation de doute ou je sais pas trop, quoi. OK. Bah, écoute, on va arriver sur la fin du podcast. Mhm. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram. Mon nom, c'est She Reads, X à la fin. Vous le prononcez comme vous voulez. Il n'y a pas de prononciation spécifique. Et je suis aussi sur Twitter sous le même nom, sur TikTok, mais je suis surtout très active sur Instagram, beaucoup plus active sur Instagram que sur les deux autres réseaux. D'accord. Et à chaque fois, je pose cette question à mes invités. Quel invité tu verrais sur ce podcast? Alors, Christelle, pour commencer. Christelle Totanga. Tu vas avoir du mal à la voir parce que meuf hyper businesswoman, il n'y a pas le temps. D'accord. Mais j'ai dit quand même, on ne sait jamais. Est-ce que tu connais le podcast Aquabook? Oui, Oui. de Jade, c'est ça? C'est Jade qui tient le podcast. Mais oui, je vois qui Oui. c'est. Non, là, elle va me tuer parce que je pense que c'est Jessica. Ah, d'accord. Mais après, ouais. Donc là, j'ai la propriétaire du podcast Aquabook, parce que j'aime beaucoup aussi son podcast. J'écoute très peu de podcasts en français, encore une fois pour les mêmes raisons que je viens de citer. Mais voilà, c'est un truc général, ça s'applique à tout podcast, livre, télé, tout vraiment. Oui. Cinéma, oui, cinéma, inclus cinéma surtout dedans. Mais donc j'aime beaucoup son podcast. Très éducatif. On apprend beaucoup. Si tu veux que ta pile à lire grandisse, va écouter ce podcast. Si tu veux pas que ta pile à lire grandisse, va quand même écouter le podcast parce qu'il est top. Donc là, je pense à ces deux personnes et aussi au pays du baobab. Ah Donc, oui, au pays OK. du baobab. Et là, comme ça, c'est tout ce qui me vient en tête. Après, j'aurais dit celui-là, mais bon, elle est déjà passée. Donc, On c'est déjà embrasse. fait. Oui. Gros bisous. OK, bah, merci beaucoup pour tes recos. D'ailleurs, ah oui, je t'ai pas demandé si tu avais des projets en cours. Des projets en cours, oui et non. OK. C'est-à-dire que c'est une ébauche, c'est encore une idée. C'est vraiment une petite idée qui commence à germer et puis on verra ce que ça en Ouais, devient dans tu vas quelques années. Si vous voyez d'accord. que rien ne se passe, venez me taper la honte publiquement, comme ça je me reprends en main. OK. Ouais. Bah, merci beaucoup, c'était hyper intéressant d'échanger avec toi. Merci à toi de m'avoir invitée. De Et rien. merci à Soïla de m'avoir conseillé encore Oui. une fois. N'hésitez Et pas à aller puis j'ai écouter hâte l'épisode d'écouter. pilote d'ailleurs. Oui.
Et j'ai hâte d'écouter tous les autres podcasts. Merci. Je remercie Merci à toi. également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Au revoir.